petites souris, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, avant tout, je voulais m'excuser pour cette luminosité juste dégueulasse, mais j'ai dû allumer les spots tout simplement, je suis dans mon salon, il fait nuit, voilà, je choisis bien mon moment, vous allez vous dire, c'est normal que tu aies une luminosité pas ouf, mais ce n'est pas ma faute. Il faut savoir qu'il a fait mauvais pendant toute la journée, j'ai attendu voir s'il y avait une petite éclaircie histoire de filmer et non. Non, pas moyen, donc je me suis dit, écoutez, j'avais vraiment envie de vous poster cette vidéo pour aujourd'hui, donc pour le 1er mars, pour dimanche, et je me suis dit, bon, ils vont pas trop m'en vouloir, n'est-ce pas? Dites-moi si vous m'en voulez ou pas dans les commentaires. By the way, vous aurez peut-être remarqué, derrière moi, le fond a changé, la bibliothèque a changé, notamment il y a un grand vide ici. Si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fabriqué avec mes bibliothèques, dites-le moi également dans les commentaires. Et à la limite, je vous ferai un bookshelf tour. J'ai tout simplement rajouté la bibliothèque que vous voyez qui est toute vide derrière moi. Petit à petit, je la remplis évidemment. Mais je la remplis au fur et à mesure de mes lectures. C'est pour ça qu'il y a un gros trou et les autres ont été déplacés. Enfin bon, voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi et à la limite, je ferai une vidéo juste pour vous montrer mes étagères et à quoi ça ressemble. Sans plus tarder, je vais vous dire ce qu'il en est de la vidéo, même si vous l'avez vu dans le titre, en fait, c'est tout bête. Je vais vous parler du challenge de Petit Mois, Petite Lecture. Alors, ce challenge a été créé par Audrey Souffle des mots il y a déjà quelques années. Elle l'a répété quasiment tous les ans depuis. Je trouve l'idée géniale. C'est tout simple. C'est un petit challenge pour le mois de février. Et comme le nom l'indique, c'est un petit mois, le mois de février. Donc, on va essayer de faire des petites lectures. Le but étant de vider sa palle. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des bouquins de 400 pages seulement, c'est pas qu'il faut acheter des livres de 100 pages rien que pour entrer dans le challenge. C'est vraiment un truc juste pour épurer sa palle. Et c'était pas trop mal parce qu'il faut dire que juste avant, au mois de janvier, je vais vérifier, j'avais quasiment 80 livres dans ma palle. Pour certains, ça va être énorme. Pour d'autres, ça va être très peu. Pour moi, c'était quand même beaucoup. Donc, j'en ai profité. Vous allez voir que des livres que j'ai lus, la moitié, je pense, sont des relectures, en fait. Mais il y a beaucoup de livres que j'avais envie de relire et voilà. Et donc, je les ai relus et c'était des petits livres. Et on va en parler tout de suite. J'ai commencé le mois de février, enfin, je triche, en fait, c'était à cheval entre janvier et février. Mais je l'ai fini au mois de février, donc je le compte ici. Il s'agit donc de L'enfant en pyjama, je crois que c'est comme ça le titre en français. Donc pour ce qui est de l'histoire, si vous ne connaissez pas, sachez qu'il y a déjà un film. Je ne l'ai pas vu. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos du film au livre, enfin du livre au film, c'est plutôt l'inverse, pour essayer de voir qu'est-ce qui est mieux, quelles sont les différences, etc. En ce moment, surtout, je suis en train de lire, enfin en ce moment, j'ai lu depuis pas longtemps là des livres qui avaient eu des films. Donc dites-moi, c'est le chien du voisin qui aboie. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais je m'excuse. En tout cas, voilà, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo, enfin d'avoir plusieurs vidéos qui parlent de ça, donc du livre et après du film directement. Ça m'intéresserait. Moi, perso, ça m'a l'air super cool comme type de vidéo. Il y en a déjà plein, mais pourquoi pas une de plus, c'est toujours bien. Et dites-moi vous surtout si ça vous intéresse que je ne sois pas toute seule à parler de mes films et de mes livres dans mon coin. Mais donc, pour celui-ci, pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, écrit par John Boyne, je crois que ça se prononce comme ça, va raconter l'histoire d'un enfant, donc d'un enfant allemand, qui a, si je me trompe, il a moins de 10 ans, je crois qu'il a genre 8 ans dans l'histoire, un truc comme ça. Il a 8-9 ans dans l'histoire. M'en voulez pas, j'ai lu il y a un mois, j'ai déjà décollé des détails. Mais bon, voilà, donc on va suivre ce petit enfant. Et son papa travaille pour... son papa, en fait, est nazi. C'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut savoir que c'est tout ce que je savais du livre, moi, quand je l'ai lu. Ça vend peut-être pas beaucoup, dit comme ça. Mais en fait, tout ce que je savais, c'était que ça parlait de ça et d'une amitié entre un enfant allemand, donc le protagoniste, et un autre enfant sensiblement du même âge, juif, qui se retrouvera dans un camp de concentration, plus précisément Auschwitz. C'est tout. Je vous dis rien d'autre. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Je me suis sentie un petit peu mauvaise dans le sens que j'ai pas versé une larme à la fin. Je dis ça parce que j'avais entendu que c'était un livre ultra tragique. Et pour moi, ça n'a pas été si tragique que ça. Je pense que c'est parce que je m'attendais à vraiment beaucoup
plus. J'en avais tellement entendu parler et tout le monde m'avait dit que c'était tellement horrible, tellement tragique, tellement triste, machin, machin. Je m'attendais à pire, en fait. L'histoire en tant que telle est pas gaie, c'est sûr. La fin non plus. Hein, je dis rien d'autre. Mais c'est peut-être le style, en fait, qui a fait que je n'ai pas trouvé ça si tragique que ça. Ce que j'ai adoré du style de ce livre, et j'arrête d'en parler, c'est tout simplement qu'on a vraiment tout depuis le point de vue de ce petit garçon qui n'a strictement aucune idée de ce que c'est des juifs, de ce que c'est des nazis. Voilà, il n'en sait strictement rien et ça provoque certaines situations qui sont assez comiques parce qu'il va faire certaines choses, il va dire certaines choses qu'il ne comprend pas et il va expliquer ce qui, ce qui pour lui signifie, enfin ce que pour lui signifie ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Et c'est pas du tout la vérité. Et c'est super attendrissant et à la fois assez atroce, on va dire, de voir cet enfant qui fait des choses, qui répète les choses que font les adultes, sans savoir vraiment ce que c'est, mais il le fait parce que tout le monde le fait. On continue avec le deuxième livre que j'ai lu pour le mois de février. Il s'agit d'un livre en espagnol, écrit par un espagnol, même par un catalan plus précisément, je crois. Ça s'intitule Campos de Fresas, donc littéralement champ de fraises, et c'est écrit par Jordi Sierra y Fabra. Alors, pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est un livre qui est assez vieux. Au niveau de la taille du livre, voilà, il est tout petit. Il nous fait un petit peu moins de 200 pages. On est sur 277 pages exactement. Et je vous explique de quoi ça parle. Alors, c'est un livre qui parle de drogue. Déjà, c'est dit. Mais de drogue chez les adolescents. Tout simplement, il va y avoir un groupe d'amis qui sort un vendredi soir et ils vont prendre une pastille, ils vont prendre voilà, quelque chose à la discothèque. Ils supposent, ou tout du moins ils croient, lorsqu'ils le prennent, qu'il s'agit d'ecstasy, et donc d'exta. Et malheureusement, ce n'était pas de l'exta ou pas seulement, on n'en sait pas plus. Et l'un de ces protagonistes, donc l'une de ces personnes, l'un de ces jeunes qui sont adolescents, ils ont donc peut-être adolescents ou jeunes adultes, je ne me rappelle plus exactement les âges, mais on est dans les 18, je pense que 18 ans par là. Et ils prennent une pastille, donc, et l'une des personnes qui le prennent a une très mauvaise réaction et tombe dans le coma. Et ce livre va montrer plusieurs points de vue. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a des tout petits chapitres, limite même pas des chapitres, peut-être que ça fait seulement 2 pages chaque chapitre, entre guillemets, où on va voir le point de vue donc de ce qui se passe par plusieurs personnes. On va voir le point de vue de la famille, d'un membre de la famille de la protagoniste, donc la protagoniste, celle qui est dans le coma. On va avoir le point de vue de cette fille qui est dans le coma, de ses amis, soit la détresse qu'ils vont ressentir et la culpabilité également, soit ceux qui vont essayer de trouver des solutions, de faire quelque chose pour essayer d'aider. Également le point de vue de la police, le point de vue d'un journaliste. Donc voilà, on a tous ces petits points de vue, tous ces petits personnages qui tournent autour de cette jeune fille qui a eu une mauvaise réaction à la drogue et qui finit dans le coma. Voilà. C'est super rapide à lire, donc c'est pas non plus transcendant, c'est pas le livre de votre vie, mais j'ai bien aimé. Ça permet de voir. Ce qui était bien, c'est qu'on ne parle pas seulement de la drogue, c'est mal. On a plusieurs sujets qui sont abordés grâce aux personnages, en fait, et grâce à leur vie, parce qu'on voit des tranches de vie, en fait, dès qu'on change d'une page à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et ça a été assez intéressant de voir, voilà, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui restent après, si je puis dire. Donc, pendant que cette fille a une mauvaise réaction et dans le coma, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui restent toujours là, comment ils se sentent, comment est-ce qu'ils vont vivre, etc., etc. Alors là, on va commencer avec le moment où j'ai complètement craqué, vu que j'ai lu pour les 5 livres qui restent, seulement 2 auteurs. Voilà, donc j'ai fait une overdose de certains auteurs. Le premier auteur donc, où j'ai fait une overdose, c'est Mathias Malzieu. Donc j'ai commencé par la relecture de Métamorphose en bord de ciel.
Alors, au niveau des pages, on est sur un petit peu plus de 250 pages, 260 pages, on va dire. Pour l'histoire, pour pas en dire plus, c'est tout simplement un cascadeur, un mauvais cascadeur qui fait des cascades où il se fait vraiment mal, le pauvre. Alors, c'est Tom Cloudman, donc ce personnage, ce protagoniste qui adore faire des cascades, qui adore faire rire les gens. Il est un petit peu clown en fait. Et il adore faire voilà, rire les gens avec ses cascades, etc., à se faire tomber avec des choses chaque fois plus extravagantes les unes que les autres. Le problème, c'est que son corps commence à tiquer un petit peu parce qu'il faut savoir que quand il fait ses cascades, il les fait mal, il ne sait pas tomber. C'est pas un vrai cascadeur professionnel, ou si c'est un cascadeur professionnel, mais il ne sait pas faire son travail, on va dire. Donc, il va finir à l'hôpital un jour après avoir eu un accident. Et à l'hôpital, on va découvrir qu'il a un problème de santé. Ce problème, il va l'appeler la betterave. Et on va voir comment va le vivre ce personnage à l'hôpital. Et surtout, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je pense que je ne spoile pas quand je dis que, pour ceux qui me connaissent ou qui ne connaissent pas, Mathias Malzieu a très souvent des éléments fantastiques dans ses écrits. Et ici, comme le montre la couverture, le personnage, donc Tom Cloudman, va finir par rencontrer une damoiselle. Donc, il va rencontrer une femme oiseau qui va lui proposer un marché pour essayer de lui sauver la vie. Et pour elle, je n'en dis pas plus, mais voilà, elle va lui proposer un marché. Et on rentre à partir de ce moment-là dans un côté assez fantastique de l'histoire. Pour ce qui est de mon opinion, j'ai assez apprécié. J'ai bien aimé. Alors, il faut dire que c'est assez mélancolique. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'aime beaucoup l'écriture de Mathias Malzieu. Je trouve que c'est une écriture qui est très poétique. Ça me parle énormément. Ça me touche beaucoup. Par contre, c'est pas la lecture la plus, pas forcément la plus simple, mais la plus joyeuse. Voilà. Il va y avoir beaucoup de messages. Ça va se lire ultra rapidement. Ça m'a intéressée, enfin ça m'a voilà, mis la puce à l'oreille de voir des... Après avoir lu un autre roman qu'il a écrit, l'un des derniers qui était Journal d'un vampire en pyjama, qui était un roman autobiographique, ici on retrouve des choses qui, à mon avis, venaient de sa période également, de sa période personnelle, donc avec des problèmes de santé. Donc voilà, c'était assez intéressant. C'est beau à lire, voilà, c'est émouvant. Je peux que le conseiller. Après, chacun aura son opinion. Je pense que Mathias Malzieu, soit tu es hermétique, soit tu adoptes complètement et il n'y a pas moyen d'être entre les deux parce que c'est un style assez particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de l'auteur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, enfin ma relecture plutôt. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, foncez. J'ai aussi lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, encore lui, oui. Relecture de la mécanique du cœur. Pour ceux qui ne sauraient pas l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Jack qui va naître le jour le plus froid du monde à Édimbourg. Qu'est-ce qui se passe? C'est vu qu'on est le jour le plus froid du monde, il va naître avec le cœur gelé. Et Madeleine, la docteure Madeleine, qui est la sage-femme qui va le faire naître, va réussir à le bricoler et elle va lui mettre une horloge à la place du cœur, de façon à ce qu'il puisse continuer à vivre plus ou moins normalement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il ait une horloge à la place du cœur, ça veut dire des contraintes au niveau de sa vie, c'est-à-dire qu'il a des règles à respecter. De un, il ne faut pas qu'il touche à ses aiguilles. De deux, il faut qu'il contrôle sa colère. Et évidemment, jamais, au grand jamais, il ne peut tomber amoureux. Parce que sinon, en clair, il est en danger de mort. Pour dire les choses de manière moins poétique que l'auteur, l'amour, c'est mal. Voilà le message que le pauvre Jack a depuis sa naissance. Qu'est-ce qui se passe? Il va un jour, le jour de ses 10 ans, le jour de son anniversaire, il va aller en ville avec Madeleine et il va rencontrer une petite danseuse de rue, une petite femme allumette, comme il le dit lui-même, et il va tomber éperdument amoureux de cette jeune fille. Je ne vous en dis pas plus, mais vous pouvez vous douter que les problèmes commencent à partir de ce moment-là.
Pour ce qui est du livre en tant que tel et du style, un petit peu la même chose que pour Métamorphose en bord de ciel. Le style est super magique. Il y a énormément de poésie, c'est très beau à lire. Enfin, moi, personnellement, j'adore l'auteur, donc voilà, c'est un pur plaisir de le lire. Euh, j'ai surtout adoré, alors là c'est plus spécial, mais pour ceux qui connaîtraient le livre et surtout qui connaissent Mathias Malzieu en tant que chanteur, parce qu'il chante dans le groupe Dionysos, vous savez peut-être, donc il a souvent des chansons qui sont en rapport avec ses écrits. Et vu que j'avais lu La mécanique du cœur il y a assez longtemps, il y a peut-être 10 ans que je l'avais lu en fait, après j'avais écouté ses chansons. Et il faut savoir que là, en faisant la relecture, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des chansons qui prenaient des moments exacts, enfin je veux dire mot pour mot, des fragments du livre. Et j'ai adoré l'idée, enfin je veux dire, je lisais le livre, j'entendais les chansons. Il y a certains moments, c'était limite dérangeant dans ma tête, parce que j'avais plus envie de chanter que de bouquiner. Mais voilà, c'était assez... C'était une façon différente de découvrir le livre. C'est vrai que là, pour le coup, ça a vraiment été une relecture et une redécouverte, parce que je redécouvrais également en ayant plus de connaissances de l'auteur. Ça, c'était le premier livre que je lisais de lui. Donc, je connaissais pas sa musique, je connaissais rien de sa vie. Et là, après des années et après plus de connaissances, en connaissant toutes ses œuvres, je l'ai découvert d'une autre façon. Le seul bémol pour moi, c'est que malheureusement, j'en avais gardé un souvenir beaucoup plus beau que... euh, pas que ce qu'il en est, parce que le livre en tant que tel est génial. J'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup l'histoire. Mais je dois dire que j'en avais gardé un souvenir très, ben, très beau, en fait, très poétique, voilà. Et je m'attendais peut-être à plus. C'est-à-dire que limite, dans mon souvenir, je me rappelais même plus de l'histoire, je me rappelais juste de la beauté du texte. Et là, c'est vrai qu'en le relisant, mais ça m'a un peu brisé le mythe, parce que voilà, je le relisais, donc je revoyais l'histoire, et plus seulement la beauté merveilleuse que j'avais ressentie la première fois. Il n'empêche que c'est une super lecture et que j'ai adoré, mais voilà, ça n'a pas été le même coup de cœur que la première fois où je l'avais lu, donc c'est la seule petite déception à la relecture. Mais bon, j'ai fait tellement de lectures que ça ne pouvait qu'arriver à un moment ou à un autre. Maintenant, ok, ne me tuez pas, ne partez pas encore quand je vais vous dire ça, mais il me reste 3 livres et les 3 sont de la même auteure. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai 2 auteurs fétiches. J'ai un Mathias Malzieu, on vient d'en parler, et l'autre c'est... Ok, je vous ai laissé le temps de répondre. C'était évidemment Amélie Nothomb. Qui n'a pas trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, abonnez-vous à mon Instagram, c'est le gage, et en plus vous verrez tous les Amélie Nothomb que j'ai lus. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai lu 3 livres de Amélie Nothomb. Donc il y avait, il y a une relecture et 2 découvertes. Alors le premier que j'ai lu au mois de février, c'est Antéchrista, qui nous fait... Alors c'est l'avantage d'Amélie Nothomb quand on a des Amélie Nothomb pour ce challenge, c'est génial parce qu'elle fait toujours des bouquins maximum 150 pages. Voilà, celui-ci c'est pile 151 pages. Alors, pour ce qui est de l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Blanche, donc une jeune fille de 16 ou 17 ans, je crois qu'elle a 17 ans, et qui est admise à la fac, donc elle est admise très jeune à la fac, et elle va, il faut dire que Blanche n'a jamais eu d'amis, voilà. Elle ne le vit pas spécialement mal, mais c'est une fille qui est très réservée, qui est assez complexe, qui est jeune, qui n'a jamais eu d'amis, etc. Et elle va tomber en admiration devant Christa, qui est l'une des filles de sa classe. Pareil, elle est très jeune, elle a 16 ou 17 ans aussi, elle a le même âge que Blanche en fait. Et elle veut, ou elle va devenir son amie. Amie avec grosses guillemets, vu qu'on va se rendre compte assez rapidement que c'est une relation malsaine, une relation bien toxique qu'il va y avoir entre ces 2 jeunes filles. Blanche va finir par s'en rendre compte, mais ça va être très difficile de s'enlever Christa du dos. Je vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Après, c'est pas mon préféré d'Amélie Nothomb. J'aurais bien aimé autre chose au niveau de la fin. J'aurais aimé peut-être une autre chute. Donc, résultat, je suis restée un petit peu, voilà, sur ma faim. Mais comme d'habitude, toujours un plaisir de lire Amélie Nothomb, donc je ne peux que le conseiller. Voilà. Je vous présente mon autre lecture d'Amélie Nothomb que j'ai fait ce mois-ci. C'est la biographie de la faim.
Celui-ci, il est un chouïa plus gros. On est sur 189 pages, quasiment 200 pages. Et ici, Amélie Nothomb va nous parler tout simplement de la faim. La faim, genre la faim, pas la faim, le the end, hein, la faim, manger. Voilà. Donc, elle nous parle de la faim sous beaucoup de points de vue différents. Et c'est un roman autobiographique. Enfin, un roman autobiographique, c'est une autobiographie, l'une des autobiographies d'Amélie Nothomb. On va la suivre au Japon lorsqu'elle est petite, puis en Chine, puis à New York, etc., au fil des années. Alors, je pense que c'est l'un des Amélie Nothomb que j'ai le moins apprécié, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça comme œuvre. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai lu Biographie de la faim, et surtout à la 4e de couverture, on nous le dit, au cœur du kaléidoscope, sa faim. Le mystère de la faim, ou à entre joyeuse, ou tragique et angoissante, quête perpétuelle d'un accomplissement inaccessible. Voilà, je m'attendais à, honnêtement, avoir un écrit autobiographique, mais sur la période où elle a eu des difficultés alimentaires, donc elle a eu des... Si je m'abuse, elle a souffert d'anorexie. Donc, voilà, je m'attendais à avoir quelque chose qui est beaucoup plus centré sur ça. Et en réalité, pas du tout. Ça parle de la faim sous tous ses états. Ça va parler de la faim, pas seulement de nourriture, mais la faim d'affection, voilà, la recherche, l'envie de remplir quelque chose, en fait. L'envie, en fait, plus que la faim, ça parle d'envie, le besoin, voilà, de se remplir. Donc, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, si je m'étais attendue à autre chose, et pourtant, je ne savais rien de l'histoire, mais je sais pas, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un peu perturbée. Je lisais, je me disais, ok, mais oui, le but du livre, parce que elle va raconter des épisodes et pas seulement de faim, de nourriture, justement, donc des épisodes de sa vie. Alors, c'est intéressant à savoir parce qu'elle raconte des choses que je ne savais pas, même si j'ai lu quand même pas mal d'Amélie Nothomb. Mais voilà, enfin, j'étais vraiment dans l'idée de, ok, mais quand est-ce qu'on arrive au climax de l'histoire, quoi? Voilà. Je suis restée un petit peu comme ça, donc une bonne lecture, mais j'ai été ultra déçue. J'avoue, faut le dire, même si j'adore Amélie Nothomb, faut le dire. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez aimé ou pas, parce que c'est peut-être que moi qui n'ai pas apprécié. Mais voilà, moi j'ai pas accroché à cette autobiographie malheureusement. Enfin, last but not least, voici le dernier livre que j'ai lu pour ce mois-ci. Il s'agit d'un Amélie Nothomb, évidemment, et c'est Journal d'Hirondelle. Alors, c'est une relecture. Ici, on est sur l'édition, je ne l'ai pas dit avant, mais toutes les éditions d'Amélie Nothomb, c'était du livre de poche, et là, c'est la Albin Michel. Et on est à 137 pages écrits façon Albin Michel, donc écrit comme ça. Voilà, donc je l'ai lu en une journée. Enfin, en moins d'une journée en réalité. Mais donc, une relecture, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est pour moi vraiment le style d'œuvre que j'aime le plus d'Amélie Nothomb, c'est-à-dire que c'est une fiction, c'est très court, ça a un côté assez dérangeant, pas forcément glauque pour celui-là, mais voilà, c'est assez spécial. Et tout simplement, l'histoire, si on lisait que la 4e de couverture, c'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou, et c'est vrai. C'est un personnage, un homme, on va dire, après une déception amoureuse, il devient hermétique à tout sentiment et à toute sensation. Donc, il ne ressent plus rien, il ne ressent plus d'émotion, il ne ressent plus donc de peine, de joie, voilà, il ne ressent plus rien. Sauf lorsque c'est une émotion qu'il n'a jamais ressentie, lorsque c'est une sensation qu'il n'a jamais ressentie. Donc, il commence à aller à la quête aux sensations, pas forcément sensations fortes, mais il va écouter des musiques d'un genre qu'il n'a jamais écouté. Il va essayer de manger des plats avec des textures qu'il n'a jamais mangées, etc., etc., jusqu'à ce qu'on lui offre donc ce travail de tueur à gages. Et vu qu'il n'avait jamais tué personne, parce qu'il était normal encore avant, eh bien, ça va réveiller
quelque chose de tout nouveau en lui. Voilà. La partie, on va dire, histoire d'amour mélangée par un fou, quand même, dont parle la quatrième de couverture, ça arrive plutôt vers la fin du bouquin. Faut pas croire que c'est qu'une histoire d'amour, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas comment expliquer que on a beaucoup de choses en très peu de pages. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce que je trouve que les livres d'Amélie Nothomb, surtout de ce style-là, qui vont avoir une histoire avec voilà, avec des surprises, etc. Je trouve que moins on en sait, mieux on va apprécier la lecture, tout du moins c'est mon cas. C'est-à-dire que l'Amélie Nothomb, je sais une ligne de quoi ça parle et c'est tout et je veux pas en savoir plus. Ça m'a valu une déception pour Biographie de la fin, certes, mais pour celui-ci, c'est 100%, 100% réussite. Il faut savoir que c'est une relecture, mais pareil, d'il y a 10 ans, donc je me rappelais plus du tout de quoi ça parlait. Je m'en suis rappelée en lisant le bouquin au fur et à mesure, mais ça ne m'a pas du tout gâché la lecture et j'ai adoré. Donc voilà, si vous deviez retenir un seul livre des 7 que je vous ai présentés, celui-ci, vous ne perdrez pas votre temps. Et voilà, c'est enfin fini. J'espère que vous êtes toujours avec moi. J'ai pas l'habitude de filmer des vidéos si longues. Et d'ailleurs, j'ai plus l'habitude de filmer des vidéos. J'espère que vous aurez quand même profité, que vous serez indulgent au niveau de ma luminosité. Donc dites-moi si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, notamment pour l'Amélie Nothomb, Biographie de la fin, je serais curieuse. Dites-moi si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fichu avec ma bibliothèque. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir plus d'infos au niveau de mes lectures. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous retrouve, si tout va bien, mercredi prochain. Je vais essayer de reprendre le rythme de lecture, enfin de vidéo normale. Et puis voilà, sans plus attendre, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine qui approche. Ciao!